D'abord, je vous remercie d'être venu pour assister à ce webinaire, hein, qui va se faire, qui va durer une petite heure, hein. Je voulais juste au préalable, dire que le sous-titre de la conférence, donc on va travailler aujourd'hui et on va réfléchir sur la gestion des conflits. C'est un thème fondamental. Vraiment, c'est peut-être des sujets qui me tient le plus à cœur parce que je considère quelque part que si le monde est dans l'état dans lequel il se trouve, c'est qu'on est incapable de gérer les conflits. Et je suis persuadé que les conflits collectifs ne sont que l'extrapolation en grand que de conflits qu'on est incapable de gérer sur le plan interactionnel. C'est exactement les mêmes moteurs. Donc voilà, et je considère que quelque part aussi, que c'est les conflits qui nous empêchent souvent d'être heureux. Et donc c'est vraiment une clé du bonheur que de savoir gérer les conflits. Voilà, donc Michel va venir nous rejoindre pour nous parler de l'école en 2 minutes, sinon je le ferai moi-même. Je pense qu'elle va réussir à se reconnecter. Je voulais juste dire que le poulet, il m'aime pas, je m'en fous, j'aime pas le poulet, c'est pas de moi, c'est d'un grand monsieur que j'adore qui s'appelle Étienne Jalinck. Je ne sais pas si vous le connaissez, certains d'entre vous ont eu l'occasion de le connaître. C'est le fondateur d'une approche de thérapie qui s'appelle la dynamique émotionnelle. Et c'est lui qui, à l'occasion d'une thérapie de groupe, a sorti cette phrase que j'ai trouvée particulièrement pertinente par rapport à cette soirée sur la gestion des conflits. Je voulais déjà vous remercier d'être là et vous dire qu'on est très heureux de vous recevoir ce soir à ce webinaire qui est organisé par l'École des apprentissages sur le thème de comment améliorer sa gestion des conflits. Nous avons ce soir beaucoup de personnes, bien sûr, qui connaissent déjà notre école, mais nous avons également de nombreuses personnes qui sont nouvelles et nous vous remercions d'être avec nous ce soir. Je me permets de présenter l'école en quelques mots et je le fais en tant qu'élève de cette école. Cette école s'adresse à tous ceux qui veulent faire de leur vie un chemin de sagesse ordinaire. Elle nous permet de nous confronter et de confronter nos expériences personnelles à la lumière des sagesses traditionnelles. Le but de cette école est de mettre à la disposition de toute personne qui le souhaite des moyens d'étudier et d'expérimenter les sagesses du monde en s'inspirant des 3 champs suivants. Le premier champ, c'est la philosophie, pour apprendre à penser par soi-même avec plus de rigueur. On étudie par exemple des textes de Socrate, d'Épicure, de Montaigne, Spinoza, mais d'une façon très agréable. Et en fait, donc, on étudie les grands sages, qu'ils soient anciens ou modernes. Le deuxième champ, c'est le champ de la psychologie, pour pacifier son passé et pour apprendre à gérer ses émotions avec des outils du développement personnel comme la PNL, comme l'analyse transactionnelle, comme la communication non violente, comme les TCC. Ça, c'est le deuxième champ. Et le troisième champ, c'est le champ de la spiritualité, mais sans aucun dogme religieux, qui nous permet vraiment de nous relier à notre être profond et qui nous aide à accéder à une sorte de sérénité, en tout cas le plus possible. Les cours de cette école ont lieu les mercredis soirs de 19h à 22h, sauf pendant les vacances scolaires, hors vacances scolaires bien sûr. Ils ont lieu en distanciel par Zoom et lorsque pour sortir le soir, on a également un présentiel sur Paris. Et ils ont lieu également certains dimanches. Il y a 2 parcours dans cette école, un parcours auditeur libre. Vous recevez le programme par mail chaque semaine. Vous êtes libre de vous inscrire lorsque le sujet vous intéresse, sans aucun engagement de votre part. Et le prix dépend de vos revenus. Donc, c'est entre 15 et 25 € le cours. Ça, c'est lorsque vous êtes auditeur libre. Ça vous permet en effet, par exemple, déjà de mieux connaître l'école et de choisir vraiment les sujets qui vous tentent. Et peut-être par la suite, de devenir un peu comme nous, un peu accro et d'aller ensuite assister à l'ensemble des cours. Il y a également un deuxième parcours qui, lui, est professionnalisant en 3 ans pour ceux qui désirent devenir des professionnels de l'accompagnement et devenir sophiathérapeute, thérapeute par la sagesse. Pendant ce webinaire, nous allons avoir des temps de questions-réponses. Vous pouvez, dans le chat, poser des questions et moi, je me permettrai d'intervenir auprès d'Aubert pour qu'il puisse y répondre. Aubert, je suis ravie d'être avec toi ce soir. Aubert Halal est le cofondateur et le directeur de cette belle école et je te laisse maintenant la parole. Voilà, donc il faut que je fasse très attention. Il paraît que j'ai des tics de langage et que j'arrête pas de me gratter le nez. Donc, je te propose, Michel, que chaque fois que je dérape, de me rappeler un petit peu à l'ordre. D'accord ? Voilà, donc je suis Aubert Halal, je suis le cofondateur de cette école. On l'a créée en 2015, donc maintenant ça va faire 5 années, on attaque la 6e année.
Donc, c'est l'école auquel j'aurais rêvé de participer si elle avait existé, puisque j'ai 3 amours, donc la philosophie, la psychologie et la spiritualité. Je suis persuadé qu'il y existe une sagesse universelle. Et comme je dis, en fait, on propose, c'est de la biodiversité, on propose un peu toutes les manifestations de cette sagesse. On a essayé véritablement de choisir des auteurs qui sont parmi les plus éminents, hein, et de manière à pouvoir véritablement voir toute la diversité et comment une même vérité peut s'incarner à travers 1000 formes différentes. Comme je dis toujours, pour rigoler, toute cette biodiversité, c'est un peu la garde-robe de Dieu. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. C'est une métaphore. Hein. On va voir que dans l'école, Dieu, ça peut être la nature, ça peut être véritablement… c'est un terme, hein, c'est une métaphore, il ne faut pas bien entendu s'y arrêter en tant que tel. Quoi dire d'autre? Je suis psychologue clinicien, hein, c'est ma fonction principale. Je veux dire, l'école, c'est ma danseuse. Donc, je veux dire par là que c'est une activité annexe pour ce qui me concerne, mais c'est un vrai plaisir parce que c'est l'occasion de pouvoir véritablement partager les idées qui me tiennent à cœur et surtout de rencontrer des belles âmes. Il y a énormément de belles âmes dans cette école et donc on peut partager, on peut véritablement se renforcer mutuellement de notre désir de se faire du bien et de faire du bien autour de soi. Voilà, donc j'ai résumé. La gestion des conflits, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un thème clé, un thème fondamental. Et je pense que justement, à travers ce thème, il y a des nécessités de remise en question profonde pour comprendre un petit peu comment se génèrent les conflits et comment on peut y arriver progressivement. Ce n'est pas une fatalité à y mettre un terme, en tout cas à les atténuer. Alors, j'ai envie de dire que déjà, dans un premier temps, que pour pouvoir comprendre et adhérer à cette conférence, enfin cet échange, il faut bien identifier et presque adhérer à des préalables, des espèces de postulats comme en mathématiques. C'est les 5 préalables qui vous permettront, me semble-t-il, de comprendre un peu l'esprit, en tout cas, de cette conférence. Les 5 préalables qui permettent aussi de pouvoir s'engager dans une démarche, justement, pour essayer d'atténuer les conflits dans notre vie. Donc, le premier préalable, c'est un postulat systémique. Donc, je vous rappelle un peu qu'est-ce que c'est que la systémie. La systémie, c'est le fait tout simplement de dire que tous les éléments qu'il y a dans la nature ne sont pas séparés et qu'ils sont rassemblés dans des systèmes. Le corps humain est un système, une société, c'est un système, la nature est un système, et donc il existe des interactions, des interdépendances entre tous ces éléments qui font partie de ce tout. Il y a une espèce de solidarité, une espèce de dialogue entre toutes les parties du système. Souvent, on dit, pour expliquer un peu ce que c'est que le système, c'est que 1 plus 1 égale 3. Il y a moi, il y a toi et il y a la relation. La relation, c'est une réalité à part entière, c'est là où circule l'énergie, c'est là où il va se passer énormément de choses, c'est là où on va pouvoir construire le nous, par exemple, et ainsi de suite. Nous sommes des êtres de relation. Alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que la relation. C'est toutes les interactions. Les bouddhistes disent c'est l'interdépendance. Les hindous disent que c'est justement ce qui peut contrarier l'illusion de la séparativité. L'ego a l'impression quelque part qu'il peut être séparé du monde et qu'il peut d'une certaine façon rendre la nature esclave de ses propres besoins et de ses propres désirs. Il y a une interdépendance. L'air que je pollue, c'est l'air que je respire. Donc, il faut bien comprendre que d'une certaine façon, cette interaction, elle est liée aussi sur le respect des lois de la nature. Et à partir du moment où je ne respecte pas ces lois, je peux tout simplement le payer un moment ou l'autre. Donc, il n'y a que des interactions. J'ai pris conscience de cette loi de l'interaction un jour où je faisais des bilans de compétences, j'étais dans une société, et en attendant mon client, j'étais à genoux et j'étais en train de ranger les livres d'une bibliothèque. Voilà, et j'attendais tranquillement, et puis tout d'un coup, mon client arrive 10 minutes avant le rendez-vous. Bon, il me voit à genoux, je le vois, je lui souris, il me sourit. En général, j'aime beaucoup mes clients et mes clients m'apprécient en général. Et alors, je lui dis comme ça, la bonne franquette, ça t'apprendra à arriver à l'heure, tu vas m'aider, tu vas me passer mes bouquins, des bouquins avec moi et je vais les mettre dans la bibliothèque. Donc, il se met à genoux, il sourit en attendant le début du bilan de compétences et il me file les bouquins, les uns après les autres. Mon patron passe par là et il sourit lui aussi parce qu'il nous voit à genoux les deux. Lui, c'était quelqu'un pour qui le travail, c'était quelque chose de très religieux, de très sérieux, etc. Mais bon, il me connaissait, je suis un peu particulier. Et je le regarde un peu gêné et je lui dis, tu vois comment mes clients sont gentils? Et il me regarde en souriant et il me dit, ils ne sont pas gentils, tu les rends gentils. Et vraiment, à partir de là, j'ai compris que l'être humain, ce n'est pas des étiquettes, il n'y a pas des gentils et des méchants.
il y a du potentiel, il y a de l'interaction, il y a de la réaction. Et qu'en fonction de ce que je donne, de ce que l'autre reçoit, il va activer à l'intérieur de lui ou sa part sombre ou sa part lumineuse. Et nous avons une responsabilité essentielle de l'activation chez l'autre de la part sombre ou de la part lumineuse. Si l'autre sent que je lui fais du bien, c'est la part lumineuse qui va s'exprimer. Il va vouloir, à son tour, me rendre la monnaie de ma pièce. Mais si en revanche, je fais quelque chose qui lui déplaît, j'active la part sombre. C'est comme un clavier. Je peux appuyer sur les notes graves ou les notes aiguës. Vous voyez? Et c'est totalement interactionnel. Maintenant, si lui, de son côté, il a l'impression que je lui ai fait du mal, eh ben, il se trouvera toutes les raisons et de se rendre justice en me faisant du mal à son tour. Si le poulet, il ne m'aime pas, eh ben, je m'en fous, j'aime pas le poulet. Mais c'est toujours le poulet qui commence. C'est là vraiment ce qui est intéressant, c'est de remarquer que justement, on va parler de l'ego tout à l'heure, c'est que l'individu qui, à un moment donné, fait du mal, il est persuadé que c'est l'autre qui a commencé. Il existe que quelques rares, quelques cas rares, qu'on peut appeler les manipulateurs et les psychopathes ou les pervers narcissiques et des choses comme ça, qui, eux, peuvent initier véritablement le cercle vicieux. Mais c'est vraiment des cas qui sont relativement rares. Ça pourrait donner lieu d'une conférence, mais je n'en parlerai pas ici. La plupart des êtres humains sont des êtres réactionnels, capables du pire comme du meilleur en fonction de ce qu'ils reçoivent. Donc, nous sommes des êtres de relation et il existe un psychosociologue qui s'appelle Jacques Salomé et qui a proposé une très belle métaphore pour parler de cette relation, c'est l'écharpe relationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une écharpe relationnelle? Vous imaginez, vous tendez une écharpe entre la personne qui est en face de vous et vous-même. Chacun tient l'écharpe à partir de l'endroit où il se trouve. Et donc, en fait, 1 plus 1 égale 3. Ça veut dire que tout simplement qu'il y a l'autre, qu'il y a moi et qu'il y a l'écharpe qui correspond à la relation. L'énergie passe à travers cette écharpe. La communication passe à travers cette écharpe. Voilà. Et donc, chaque personne a la responsabilité d'une partie de l'écharpe à partir de l'endroit où il la tient jusqu'à peu près jusqu'au milieu. L'autre, c'est pareil. Donc, chacun a son territoire, chacun a véritablement son sanctuaire. Alors, pourquoi la relation, l'écharpe, est une relation à part entière? Ben, je vais vous le prouver. C'est que tout simplement, l'autre peut être un personnage extrêmement sympathique. Moi, je peux être quelqu'un d'extrêmement sympathique et on peut avoir une relation de merde. Vous voyez? Donc, c'est ça. On prend conscience véritablement que la relation, c'est ce qu'on appelle une propriété émergente. C'est quelque chose qui se construit, qui se tricote dans la relation. La relation, elle se tricote de ce que chacun on y met, bien entendu, mais elle devient presque d'une certaine façon indépendante de chaque individu. En tout cas, elle est le fruit, le résultat d'une synthèse. Le jaune et le bleu, ça donne du vert. Je crois que c'est ça, il me semble que c'est ça. Donc, vous voyez, le vert, ou alors je vais même vous donner une autre image pour que vous le compreniez. L'hydrogène et l'oxygène, ça donne de l'eau. Et pourtant, si vous analysez l'hydrogène, vous ne trouvez pas de l'eau. Si vous analysez l'oxygène, vous ne trouvez pas de l'eau, mais la synthèse des deux génère une propriété émergente qui s'appelle l'eau et qui n'est pas contenue dans aucune des parties. C'est ce qu'on appelle, c'est le 1 plus 1 égale 3. Voilà, ça c'est le premier point. La vie est et les interactions entre les individus répondent à une loi de type systémique. Le deuxième préalable, qui est vraiment essentiel et qu'on trouve dans la philosophie, et vraiment je me réfère en particulier aux stoïciens et à Épictète, c'est le principe suivant, qu'il y a des choses dans la vie qui dépendent de moi et des choses qui ne dépendent pas de moi. Si j'essaie de me fixer des objectifs sur ce qui ne dépend pas de moi, je vais me prendre une gamelle, je vais véritablement me heurter peut-être à quelque chose d'aléatoire que je ne peux pas contrôler, maîtriser, parce que ça ne dépend pas de moi. En revanche, travailler sur ce qui dépend de moi, c'est m'assurer, ou en tout cas me rassurer sur ma capacité à pouvoir cheminer et atteindre mon objectif. Alors la question après, c'est de savoir qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Parce que si on se trompe, bien entendu, on risque de s'acharner sur des objectifs qu'on n'atteindra jamais, ou au contraire de démissionner de certains objectifs qui dépendent de moi. Souvent, on peut aussi résumer cette approche, enfin ce qui dépend de moi, de ce qui ne dépend pas de moi, à travers la prière de la sérénité, que vous connaissez peut-être, enfin dans l'école en tout cas, on aime beaucoup cette prière. Ces 3 phrases qui, selon moi, est un condensé de sagesse incroyable. C'est très inspiré du bouddhisme et du stoïcisme. C'est « donne-moi la force de me battre contre ce que je peux changer », donc c'est ce qui dépend de moi. Donne-moi la sagesse d'accepter ce qui ne dépend pas de moi, ce que je ne peux pas changer.
donc ce qui ne dépend pas de moi, et donne-moi l'intelligence pour faire la différence entre les deux. C'est le discernement. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment très important parce que la plupart du temps, les gens sont malheureux pour deux raisons. Soit parce qu'ils démissionnent, ils se résignent alors qu'il y avait encore beaucoup d'espoir, soit la deuxième raison, c'est qu'ils s'acharnent sur des choses qui ne dépendent pas d'eux. Je veux te changer. Est-ce que te changer, ça dépend de moi? Je voudrais que tu m'aimes. Est-ce que, est-ce que le fait de m'aimer, est-ce que ça dépend de moi? Vous voyez? Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on va voir que dans la gestion des conflits, il va falloir pratiquer et appliquer ce principe. Ça veut dire que si je veux d'une certaine façon faire évoluer les choses, il faut que j'arrive d'abord à savoir qu'est-ce qui dépend pas de moi, qu'est-ce qui dépend de moi. Et ce qui dépend de moi, c'est la partie du foulard qui est dans ma main jusqu'à à peu près la moitié. Je m'explique, cette partie-là, si je ne l'investis pas, d'accord, c'est-à-dire que si l'autre a l'intention de m'envahir et si je ne crée pas une digue, je vais être automatiquement envahi. Mais la responsabilité, elle incombe tout simplement à mon incapacité à créer une digue, c'est-à-dire véritablement un mur qui empêche l'autre de m'envahir. L'autre n'a que le pouvoir que je lui donne. Il faut bien prendre conscience de ça. Mon territoire, je peux d'une certaine façon le protéger, je peux faire en sorte qu'il soit hors d'atteinte à partir du moment où je sais le protéger de mon interlocuteur. Donc ça, c'est le deuxième principe, travailler sur ce qui dépend de moi. Jung, le psychologue Jung, que vous connaissez peut-être, qui était un disciple de Freud, mais qui s'est opposé à lui parce qu'il avait une dimension spirituelle, a dit la chose suivante. Il a dit, quand je suis en relation avec quelqu'un et que l'autre a tort à 90% et moi, j'ai tort à 10%, eh ben, je travaille sur mes 10%. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler sur l'autre. Si l'autre n'a pas envie de se remettre en question, eh ben forcément, on va se heurter à ce non-désir. Comme je dis toujours, la porte du changement, la clé du changement, en tout cas de notre territoire intérieur, elle est à l'intérieur, elle n'est jamais à l'extérieur. Je ne peux pas ouvrir de l'extérieur la porte du changement de mon interlocuteur. C'est impossible. Je ne peux agir véritablement qu'à partir de l'endroit où je suis. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et donc, je travaille sur mes 10% et les 90%, ça concerne l'autre parce que à partir du moment où je travaille sur mes 10%, je m'améliore. Et on va le voir que la préoccupation numéro une de cette approche de la gestion des conflits, c'est quelle que soit la façon dont les choses se déroulent, de toute façon, je travaille sur moi pour m'améliorer. J'essaie toujours de tirer un bénéfice personnel, comme ça, même si ça ne s'arrange pas, je me suis grandi. On va le voir tout à l'heure avec le principe spirituel. Le troisième postulat, ou le préalable, c'est ce qu'on appelle le locus de contrôle. C'est un terme un petit peu pompeux, mais vous allez voir qui est extrêmement simple à comprendre. Deux postures se présentent véritablement chez les êtres humains concernant la gestion de leurs problèmes. Soit ils sont externalistes, soit ils sont internalistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un externaliste, c'est quelqu'un qui considère que chaque fois qu'il a un problème, que c'est la faute de l'autre, la faute n'a pas de chance. D'accord? Donc, à partir du moment où il considère que c'est la faute de l'autre, on n'a pas de chance, ben, ce qui en découle, c'est une incapacité de se remettre en question. Pourquoi je me remettrai en question si c'est la faute de l'autre? Vous voyez? Et donc, forcément, si l'autre ne veut pas évoluer et si moi, je ne me remets pas en question, la situation stagne. L'internaliste, en revanche, dit j'y suis pour quelque chose. J'ai un lien, j'ai peut-être une responsabilité par rapport aux problèmes émergents. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir agir dessus. Parce que si ça dépend de moi, eh bien, je peux intervenir sur le conflit. Donc, vous voyez, c'est quand même une posture très intéressante que d'être internaliste. Il ne faut pas aller jusqu'à la culpabilité, il faut juste se limiter à la responsabilité parce que ça me permet de prendre conscience que j'ai un pouvoir d'intervention sur la relation. Donc, je peux améliorer les choses puisqu'il y a une partie qui dépend de moi. Ça, c'est le troisième principe, le locus de contrôle. Essayer d'être internaliste. Le quatrième principe, c'est véritablement le fait alors je reprends le postulat de beaucoup de philosophes qui considèrent, ou même d'hommes spirituels, que l'homme n'est pas méchant fondamentalement, d'accord. Il est plutôt ignorant. Jésus a dit pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Donc on parle bien d'ignorance là. Alors la méchanceté, elle découle souvent de l'ignorance. L'homme est d'abord con et ensuite il devient méchant. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Socrate a dit nul ne fait le mal que par ignorance. Vous voyez, si véritablement je savais qu'en faisant le mal, je me fais du mal, d'accord, ou que ça me retombera forcément à un moment ou l'autre, ben, si j'avais cette connaissance, je ne continuerais pas à faire le mal. Pourquoi je fais le mal? Parce que j'ai l'impression que ça peut me faire du bien. Vous voyez? Donc, c'est un postulat d'ignorance. C'est vraiment un postulat d'ignorance. Et il y a la PNL aussi, qui reprend exactement le même principe, et qui dit qu'un être humain, tout ce qu'il fait,
pour lui, c'est avec une intention positive. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le mieux qu'il peut en fonction de la connaissance qu'il a véritablement des choses. Quand il fait du mal, la plupart du temps, c'est réactionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il se rend justice. Mais véritablement, son intention, elle est positive. En tout cas, il fait le mieux qu'il peut. Mais le mieux qu'il peut est malheureusement entaché d'ignorance. Donc ça, c'est le 4e préalable. Et il y en a un 5e qui est magnifique. C'est une croyance. Vous pouvez y adhérer, vous pouvez ne pas y adhérer. Mais comme je le dis souvent, on peut choisir des croyances intelligentes qui nous aident à vivre, et il y a des croyances qui peuvent nous plomber et qui peuvent nous empêcher véritablement d'atteindre le bonheur. Donc, cette croyance que je vous propose, qui est un postulat spirituel, ça dit la chose suivante. L'univers est une machine à enfanter des dieux. C'est-à-dire que c'est du darwinisme spirituel. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive, on voit bien, hein, c'est l'évolution. On a commencé par le chaos, on a commencé par la bouillabaisse du Big Bang, et on est aujourd'hui véritablement des êtres d'une complexité incroyable, incroyable. Donc on voit bien que l'univers est une machine dont le centre, la raison d'être est l'évolution. Et tout ce qui se présente à moi est tout simplement une opportunité évolutive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à comprendre que tout ce qui m'arrive est une occasion de pouvoir grandir, de comprendre le sens des choses, c'est-à-dire une école de sagesse, véritablement, la vie est une école de sagesse. À partir de là, bien entendu, je vais pouvoir tirer les marrons du feu, pouvoir tirer un énorme avantage, transformer, comme disent les alchimistes, le plomb en or, ça veut dire les épreuves en opportunités de croissance. Et c'est une approche qui nous permet de devenir résilient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résilient? Ça veut dire suffisamment fort pour ne pas être terrassé et abîmé par les épreuves de la vie. Et ça dépend véritablement de cette croyance. C'est une croyance, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une croyance qui se vérifie. C'est comme exactement le fait d'être optimiste ou pessimiste. Vous savez, l'optimiste, c'est une croyance. L'optimiste, c'est quelqu'un qui pense qu'il a les ressources en lui pour atteindre les résultats ou qu'il existe en effet une solution à ses problèmes. Mais à partir du moment où il y croit vraiment et qu'il s'acharne, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès différés, disent les PNListes. Ça veut dire que si j'y arrive pas, j'y retourne et je réajuste, je tire les leçons. À force de réajuster, je me rapproche du cœur de la cible et je finis par y arriver. Et donc, je valide, c'est autoprophétique, cette croyance initiale que j'avais raison d'être optimiste. Un optimiste, c'est quelqu'un qui, sur le chemin, réajuste jusqu'à augmenter les chances de finir par atteindre l'objectif. Tomber 7 fois, se relever 8, disent les bouddhistes. Le pessimiste, à l'inverse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas de solution, je n'ai pas de ressources. Donc forcément, dès qu'il va se heurter à des difficultés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner. Et il va valider et confirmer et conforter sa croyance, comme quoi j'avais raison d'être pessimiste puisque je n'ai pas atteint le résultat. Vous voyez, il y a la croyance initiale qui va déterminer le résultat. C'est ce qu'on appelle la dimension autoprophétique de cette croyance. Et par rapport à la croyance spirituelle dont je vous ai parlé, si je suis persuadé qu'une épreuve est une opportunité de croissance, forcément, à un moment ou l'autre, je vais en tirer un bénéfice et je vais grandir. C'est une croyance qui se valide sur le chemin. D'accord? C'est une croyance à expérimenter, à éprouver, à valider et bien entendu aussi à en tirer des profits. Alors, on va venir, mettons que j'ai donné ces 5 préalables. Ces 5 préalables. Oui, par rapport à aussi la dimension spirituelle, j'ai dit aussi que l'homme ne fait le mal que par ignorance. Je voulais juste rajouter quelque chose d'autre qui me paraît important. Vous connaissez peut-être Isabelle Padovani, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle fait partie de ces gens qu'on étudie dans notre école. Et elle dit que chaque être humain présente deux dimensions de sa personnalité. Ce qu'elle appelle l'avant-plan et l'arrière-plan. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avant-plan? C'est le moi de façade. C'est ce que je présente véritablement au monde, c'est ce qu'on appelle le faux self, le moi de façade, c'est l'image que je montre au monde et qui n'est pas forcément révélatrice de mon être profond. D'accord, mon être profond est caché derrière. Alors pourquoi je montre cet être de façade? Parce que tout simplement, c'est un être qui se protège des dangers de la vie. Donc il se crée une carapace et comme on dit en psychologie, il élabore des mécanismes de défense. Qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de défense? C'est tout simplement un mécanisme de protection qui me permet véritablement de me mettre à l'abri de toutes les atteintes, de tous les risques que la vie peut produire sur moi, c'est-à-dire des risques de danger ou des risques véritablement d'amoindrissement. Donc, je crée cette carapace, mais cette carapace, elle montre de moi à la fois
une façade, mais en même temps, elle me cache véritablement, elle cache de mon moi profond. Eh bien, ce que dit Isabelle Padovani, c'est que la plupart du temps, quand on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas tout simplement son avant-plan, cette personnalité qui se construit à travers tous ces mécanismes de défense, ses peurs, ses craintes. Mais l'être profond, véritablement, il est caché derrière. Et l'être profond, il est caché derrière. Pourquoi? Parce qu'il a peur de se montrer à poil. C'est comme un Bernard Lémite, hein, il se cache dans sa coquille parce qu'il a l'impression que s'il se montrait à poil, s'il se montrait à nu, ben, automatiquement, il y laisserait sa peau. Donc, il se protège, il n'est pas authentique et à travers malheureusement ce manque d'authenticité, il y a beaucoup de quiproquos et de malentendus qui peuvent se créer entre individus. Si on avait la capacité de découvrir derrière le moi de façade qui est l'être humain que j'ai en face de moi, on serait véritablement surpris et peut-être ému. Vous savez, moi, je suis thérapeute, par exemple, et vous savez qu'en thérapie, le challenge, c'est de réussir à faire en sorte qu'il y ait une relation de confiance, qu'il y ait ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que cette relation de confiance ou cette alliance thérapeutique? C'est tout simplement cette chance que nous donnons à l'autre, enfin à nos clients ou à nos patients, de pouvoir se révéler dans leur vérité profonde, dans leur nudité, c'est-à-dire de se sentir suffisamment à l'abri et pas jugé pour se payer le luxe d'être eux-mêmes. Et c'est rare dans la vie où on peut se payer ce luxe. On se cache toujours derrière ce moi de façade. Vous voyez? Et donc, l'homme, véritablement, s'il se sentait en sécurité, s'il se sent suffisamment bien dans la relation, il exprime son côté lumineux. À partir du moment où il est en protection, en mécanisme de protection ou de défense, ben forcément, il est dans la méfiance, il est dans l'interaction de « attention, je me protège et si je reçois un coup, je me rends justice ». Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je surveille l'heure en même temps, ça passe vite. D'où viennent les conflits? Pour l'instant, Aubert, nous n'avons pas de questions. Donc, tu peux y aller tranquille. Tout va bien. S'il y a des questions tout au long de mon exposé, je m'interromprai bien sûr pour y répondre. N'hésitez pas. Hein. Donc, si je ne suis pas très clair, je peux clarifier les choses. Alors, il y a 1000 réponses hein, à cette question d'où viennent les conflits, mais je me propose de privilégier une des réponses. Les conflits viennent de la nature de notre ego. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est tout simplement le centre de mon être, c'est véritablement ce que je suis dans mon identité propre. Et cet ego, il a une caractéristique, c'est qu'il tient à la vie. C'est-à-dire qu'il a un instinct de conservation intense, il a peur de la mort, il aime la vie, et donc il va avoir tendance en général à créer toutes les conditions pour ne pas justement y perdre des plumes. Donc, il va être en situation de protection, en situation d'attention sur ce qui pourrait lui arriver. La nature de l'ego aussi, c'est très particulier, c'est qu'il est égocentrique. Alors, ça veut dire quoi qu'il est égocentrique? Ça veut dire qu'il est le roi soleil. Il est le roi du monde. L'ego, c'est l'étalon. Il se prend pour l'étalon universel. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle un jour, il y a ma mère, je suis parti la voir, et elle me regarde et elle me dit, c'est quoi cette barbe affreuse? Alors, je lui dis, mais c'est maman, les goûts et les couleurs. Elle me dit, non, 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 non. Moi, je te dis qu'elle est affreuse. Vous voyez, l'ego, c'est ça. Il est persuadé que ce qu'il ressent, que ce qu'il voit, c'est véritablement l'étalon universel. C'est la vérité. Et il a du mal à se décentrer. Il y a souvent un exercice qu'on fait, je n'ai pas pensé à amener la feuille, mais je peux vous le donner. Tracez sur une feuille un 6, d'accord, de votre côté, c'est un 6. Mais si vous avez une personne qui est en face de vous, qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va voir que c'est un 9. Vous voyez? Donc, lui, il va dire que c'est un 9. Moi, je vais dire que c'est un 6. On a les deux raisons, mais chacun voit bien entendu midi à sa porte. C'est la nature de l'ego. L'ego est persuadé que ce qu'il voit, c'est ce qui est. Et quand quelqu'un ne pense pas comme lui, ben forcément, si lui, il a raison, c'est que l'autre a tort. Il a du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Hein, parce que c'est justement, c'est ce qu'on appelle en philosophie et dans notre école, l'altérité. L'altérité, c'est le fait que l'autre puisse ne pas penser comme moi. L'altérité, c'est que tout simplement, le fait que l'autre puisse avoir des comportements que je trouve bizarres, que je trouve incongrus, et donc forcément, il va y avoir du jugement. Dès qu'il n'y a pas de compréhension, il y a du jugement. Il faut savoir qu'il y a un système de vase communicant entre comprendre et juger. Les gens qui jugent, c'est des gens qui ne cherchent pas à comprendre ou qui n'ont pas compris. Voilà. Donc, l'ego, il voit ce qu'on lui fait, mais il n'a pas conscience de ce qu'il produit chez l'autre. Et d'où viennent ces paradoxes incroyables, et moi que j'adore, et c'est des phrases
à mon avis, qui sont très représentatifs de la nature de l'ego, comme je vous laisse méditer dessus. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Alors, je laisse du silence tellement que je trouve magnifique cette phrase et drôle. Et puis, j'ai une autre amie qui s'appelle Stéphanie qui m'a donné une autre phrase qui m'a fait énormément rire et qui est représentative aussi de l'ego. Je n'ai pas du tout apprécié quand il m'a rendu la claque que je lui ai donnée. Vous voyez, c'est un peu le même modèle. Vous voyez, c'est un peu le même modèle. C'est-à-dire que véritablement, l'ego est persuadé, d'accord, que c'est l'autre qui commence quand il y a un conflit. Il en est persuadé. Un jour, j'étais fâché avec un ami qui m'avait fait une vacherie, hein, et vraiment, hein, j'étais persuadé qu'il m'avait fait une vacherie. Et au bout de 3 mois, parce que c'était un ami et puis je ne suis pas quelqu'un de très rancunier, j'ai fini par aller le voir et je lui ai expliqué, voilà, j'étais très fâché parce que tu m'as fait ça. Mais il m'a répondu, mais excuse-moi Aubert, mais si je t'ai fait ça, c'est parce que toi tu m'avais fait ça avant. C'était invisible pour moi. J'étais persuadé que c'est lui qui avait commencé. Et c'est pour ça, quelque part, que je lui ai fait payer. Mais je n'avais pas vu, c'était invisible, comme le bas de l'iceberg, que je lui avais fait quelque chose sans même le vouloir, sans intention, et qu'il avait énormément blessé. Et en fait, il s'est rendu justice, il m'a payé ce que je lui avais fait. Alors, l'école de Palo Alto, l'école de systémie, appelle ça la ponctuation de la séquence d'effets. Qu'est-ce que c'est que la ponctuation de la séquence d'effets? C'est que tout simplement, dans les interactions, on ne met pas les points, les virgules, les points d'interrogation, les points d'interjection au même endroit. C'est-à-dire que moi, où j'ai l'impression que ça commence, pour l'autre, c'est tout simplement la suite. Et ça crée énormément d'équiproquos. Hein. J'ai souvent travaillé sur la gestion des conflits, je n'ai jamais rencontré quelqu'un véritablement qui dise « c'est moi qui a commencé ». C'est toujours l'autre qui a commencé. Le poulet, il ne m'aime pas. Eh bien, je me rends justice, je m'en fous, j'aime pas le poulet. Donc, le problème, c'est le suivant, c'est que quand l'autre me fait du mal, automatiquement, je vais avoir tendance à accumuler. Soit je le dis, soit je ne le dis pas. Si je le dis, c'est un conflit ouvert. Si je ne le dis pas, je vais accumuler à l'intérieur de moi forcément des rancœurs, des ressentiments, et il va y avoir une comptabilité secrète qui va exister dans mon cœur et qui va créer un passif dans la relation. Et ce passif va être, bien entendu, l'origine du train qui déraille. Parce qu'à partir du moment où je commence à avoir un passif par rapport à toi, tout ce que tu vas dire va conforter ou confirmer forcément l'idée que je me fais de toi. Ça veut dire quelqu'un qui, a priori, n'est pas un bon gars. Voilà. Donc ça, on va le voir parce que ça va créer forcément 2 colonnes. Chacun crée une comptabilité secrète. L'école de l'analyse transactionnelle trouve une très, très belle image. C'est celle de la collection de timbres. Elle dit la chose suivante. Elle dit les êtres humains ont à l'intérieur de leur tête une espèce de fiche qu'ils créent chaque fois qu'ils rencontrent un individu. Alors, vous savez, on dit on n'a jamais l'occasion de donner 2 fois une bonne première impression. Vous connaissez cette phrase que j'aime beaucoup. Ça veut dire que si à un moment donné, je fais une erreur, l'autre, automatiquement, va générer dans son esprit un passif. Il va me coller un timbre dans la fiche Oberhalal. Et ce timbre-là, qui est un timbre cacadois, comme ils disent les analystes transactionnels, c'est-à-dire un timbre négatif, va complètement générer automatiquement une interprétation de sa part sur tout ce que je vais faire. Il va avoir tendance à confirmer ou à conforter cette première mauvaise impression. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas me le dire. Il va me coller un timbre et il va faire comme si de rien n'était. Et puis après, il va me coller un deuxième timbre, et puis un troisième timbre, et puis un quatrième timbre, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, il va arriver que la fiche, elle va être pleine. Je vais faire quelque chose de minime, de totalement anodin, sauf qu'il aura collé le dernier timbre, et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Vous avez eu déjà cet exemple autour de vous. Quelqu'un, vous faites quelque chose d'insignifiant, et tout d'un coup, il explose de façon complètement surdimensionnée. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il avait à l'intérieur de lui-même une fiche dans laquelle il n'arrêtait pas de vous coller des timbres, et il a été incapable de décoller les timbres. Donc, à un moment donné, la fiche, elle est pleine, et il explose. Vous croyez que c'est le dernier élément, vous le prenez pour un fou. Vous dites, mais t'es malade, j'ai juste oublié de retirer la tasse que j'avais mise sur ta table, et comme si c'était la Troisième Guerre mondiale. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a accumulé des timbres et qu'il vous les fait payer uniquement quand il a collé le dernier timbre. Donc ça, c'est vraiment un élément très important, on va le voir, c'est la notion du non-dit. À partir du moment où l'autre fait quelque chose et que je ne le dis pas et que je lui colle un timbre, eh ben, c'est le début du conflit. Fatalement, on passera d'un conflit larvé à un conflit à un moment donné exprimé.
Pourquoi? Parce que les gens ont tendance parfois à ne pas décoller les timbres au fur et à mesure qu'ils les collent. Et donc, ce qui fait que petit à petit, les conditions de la guerre sont réunies. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très important. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Je vais vous donner des conseils pour la gestion des conflits, mais ça, c'en est un, on va le voir tout à l'heure, c'est décoller les timbres au fur et à mesure qu'on les colle. Et d'ailleurs, dans les deux sens, on peut les décoller par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire chaque fois qu'on a un timbre collé, c'est-à-dire que l'autre fait quelque chose qui ne me plaît pas, tout de suite, on se confronte, on le dit, on dit qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas apprécié, de manière qu'il y a une interaction, l'autre ne l'a peut-être pas fait exprès, il s'excuse, je décolle le timbre et la relation, elle est toujours saine, véritablement, avec deux fiches qui sont vierges. Ça, c'est la première possibilité. Mais la deuxième possibilité, c'est que je peux amener l'autre à décoller les timbres qu'il m'a collés, c'est ce qu'on appelle l'enquête négative, c'est tout simplement, c'est que je perçois à un moment donné que la relation, elle commence à prendre l'eau, que l'autre, il est un peu chafouin, il est moins gentil à mon égard, il ne me dit pas bonjour, voilà, et je le sens. Et donc, je présuppose qu'il m'a collé des timbres. Donc, il y a une technique qui est extrêmement intéressante qui s'appelle l'enquête négative, c'est que je vais voir la personne et je vais lui dire, excuse-moi, j'ai le sentiment quelque part qu'il y a une relation qui est moins bonne que ce qu'elle était au début. Est-ce que par hasard, est-ce que j'ai pu faire quelque chose ou est-ce que j'ai pu dire quelque chose qui a pu te blesser? L'un l'autre, ce n'est pas fatal qu'il se révèle, qu'il dise qu'il va décoller ses timbres, mais au moins il montre que je suis plein de bonne volonté et que si je lui ai fait du mal, ce n'était pas intentionnellement. Voilà, donc ça c'est le premier aspect que je voulais décrire. Le deuxième, qui est le plus important, et peut-être que je vais m'arrêter là et ensuite on va aller véritablement vers les conseils, c'est un des principes qui est mis en avant par la communication non violente. Donc la communication non violente, c'est une approche de communication qui est sublime, qui a été proposée, mise en forme par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue, et qui est parti du postulat suivant. L'ego ne supporte pas, d'une certaine façon, les positions basses. Il adore les positions hautes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une position basse? C'est une position dans laquelle je me sens en danger ou pas en sécurité. Et qu'est-ce que c'est que la position haute? C'est tout simplement une position à travers laquelle j'ai le sentiment que je domine, que je surplombe et que donc je ne suis pas en danger. Alors, qu'est-ce qui me met essentiellement en position basse? C'est quand l'autre me juge, quand l'autre me critique, quand l'autre me fait des reproches, voire même quand l'autre me donne des conseils. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il me critique, automatiquement, ça veut dire que lui, il sait et que moi, je ne sais pas, et il me met en position basse. Vous voyez? Donc, Marshall Rosenberg a constaté que chaque fois que je suis critiqué, que chaque fois que je suis jugé, que chaque fois que l'autre me donne des conseils alors que je ne les ai pas demandés, je ressens véritablement une espèce d'affaiblissement ou en tout cas de mise en danger, et je vais avoir tendance à répondre de façon agressive. Le tu, comme disent les tenants de la communication non violente. Et donc, comment pouvoir sortir quand quelque chose ne va pas de ce danger qui est une impasse que de faire une critique et qui va forcément amener l'autre à se refermer et à se sentir attaqué et donc attaquer à son tour? Comment pouvoir échapper véritablement à ça? Tout simplement en remplaçant ce qu'on appelle les messages tu en message je. Qu'est-ce que c'est que le message je? C'est que je dis tout simplement, c'est comme deux versants d'une montagne. Au lieu d'attaquer le versant de mon interlocuteur, je parle de mon versant personnel. Et mon versant personnel, c'est quand tu as fait quelque chose, voilà ce que j'ai ressenti. Donc j'exprime mon émotion, souvent qui est négative, sinon en général quand je suis blessé, négative, colère, tristesse, stress, anxiété, etc. Et j'exprime le besoin qui est derrière véritablement cette émotion négative. Oui, je suis triste parce que j'ai le sentiment que je ne suis pas reconnu. Je suis triste parce que j'ai le sentiment de ne pas être écouté. Voilà, je suis triste parce qu'à un moment donné, j'ai le sentiment de ne pas être respecté, etc., etc. Donc, j'exprime mon émotion. L'émotion, c'est la conséquence de ton comportement et c'est d'une certaine façon le symptôme. Mais le symptôme négatif, quelle est sa source, quelle est sa raison d'être? C'est un besoin non satisfait. Donc, quand j'exprime l'émotion, j'exprime le problème. Et quand j'exprime le besoin, j'indique quelle serait pour moi la solution pour que le conflit disparaisse. Remplacer véritablement des messages tu par des messages je. C'est une technique extraordinaire. Et ensuite, quand chacun a exprimé ses besoins et ses émotions, donc chacun véritablement a pu défendre sa cause et que je comprends véritablement pourquoi l'autre
est dans cet état et que lui comprend pourquoi je suis dans cet état, on a pratiqué à la fois l'empathie et l'auto-empathie, on va pouvoir progresser et s'acheminer tranquillement vers la résolution du conflit, tout simplement par des demandes, des négociations et des compromis. Mais je ne vois pas comment on peut véritablement s'acheminer vers la résolution du conflit si chacun défend uniquement sa cause. Ça veut dire que si j'essaie de te convaincre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de me convaincre. Et il va y avoir deux parallèles qui vont se croiser, qui vont jamais se rencontrer. D'accord? Pourquoi? Parce que chacun défend sa cause. Si je parle de moi, tu parles de toi. Il y a un film qui s'appelle La Crise, que vous avez peut-être entendu parler de Colin Serrault, qui vraiment illustre ça parfaitement bien. Chacun parle de lui, défend sa cause, l'autre attend, et puis à un moment donné, quand ça s'arrête, il défend sa cause. Et les individus ne se rencontrent jamais. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans la communication non violente, c'est que aussi, j'essaye de comprendre pourquoi tu es en colère et quel est le besoin qui n'a pas été satisfait chez toi, et j'exprime, c'est un outil de connaissance de soi, les raisons pour lesquelles je suis en colère et quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits chez moi. Donc, on a mis sur la table les raisons du problème sans avoir forcément un jugement comme quoi tu as raison ou j'ai tort, c'est nous avons raison les deux, nous avons un problème chacun. Maintenant, comment faire en sorte pour arriver à un point de rencontre gagnant-gagnant. Et ça, c'est la communication non violente. C'est un outil véritablement que je trouve essentiel. Voilà. Donc, je vais maintenant vous laisser, alors ce n'est pas fini, mais on est à 21h18, je vais vous donner 3-4 des études de cas pour vous expliquer comment les conflits, alors c'est des exemples que j'ai pris de mes clients à moi, et donc vous allez répondre un petit peu sur le côté. Michel, peut-être tu peux m'aider à décrypter ce qui a marqué. Oui, je vais pouvoir te répondre aux questions, s'ils peuvent répondre dans questions-réponses. Voilà, je propose une étude de cas et vous essayez de répondre. D'accord? Donc, j'ai une de mes clientes, je ne la citerai pas, c'est anonyme, qui à un moment donné a énormément été blessée par sa mère, par sa sœur. Il y a des phénomènes de jalousie. C'est un truc très classique. Hein. Elle a le sentiment quelque part que sa mère avait une préférence par rapport à sa sœur. Et donc, ce qui fait qu'automatiquement, ça transparaissait. Voilà, et petit à petit, le sentiment d'injustice. Je vous conseille de regarder si vous voulez savoir un peu la jalousie fraternelle, allez voir sur Internet. Tu peux le marquer peut-être, je ne sais pas si tu peux taper quelque chose. Allez taper sur YouTube singe, capucin, concombre, et version français. Et c'est magnifique, vous allez comprendre d'où viennent les jalousies fraternelles. Et donc, elle est là, et automatiquement, elle emmagasine des sentiments d'injustice, et c'est horrible, parce qu'à chaque fois qu'elle essaye d'exprimer, elle a l'impression que de l'autre côté, c'est aux abonnés absents. Et un jour, elle reçoit la lettre magnifique de sa mère, qui souffre énormément, parce qu'elle a coupé le contact, hein, qu'elle a coupé le contact, et qu'est-ce qu'elle dit, la mère? Elle me dit, tu sais, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, et comme ça, la paix reviendra entre nous. Alors, vous imaginez un petit peu ou pas la réponse de la fille? Je te pardonne. Alors, je vais vous poser la question. Oui, merci. Singe, capucin, concombre sur YouTube. Pourquoi, alors que la mère, elle est pleine de bonnes intentions, elle vient, elle dit, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, et on repart véritablement à zéro. Tu vois, une bonne âme hein, qui repart, voilà, je suis pour la paix, je te pardonne. Et pourquoi ça met sa fille hors d'elle, véritablement hors d'elle, comme si vraiment elle a le sentiment, encore une fois, que l'autre, elle n'a pas compris ou l'autre, elle met de l'huile sur le feu. Alors, s'il y en a certains… Pour l'instant, attends, je vais te dire, je n'ai pas de réponse sur ce sujet, mais on va laisser discussion, voilà. Oui. Blessure de rejet en effet miroir. Voilà, blessure de rejet en effet miroir, c'est-à-dire ce qu'elle attend, bien sûr. La mère juge la fille. La mère juge la fille. La mère, elle est persuadée que c'est la fille qui lui a fait du mal. Et donc, elle a l'impression quelque part qu'on lui accorde son pardon, qu'automatiquement, qu'elle fait son boulot comme apporteur de paix. Sauf que la fille, elle est persuadée que c'est la mère qui lui a fait du mal. Et qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que la mère se remette en question et qu'elle lui dise « Je suis vraiment désolée du mal que je t'ai fait. » Mais la mère, qu'est-ce qu'elle dit? « Je te pardonne du mal que tu m'as fait. » Et vous voyez, on appelle ça des escalades symétriques, on appelle ça des cercles vicieux. On ne peut pas véritablement sortir du merdier en raisonnant comme ça. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que l'autre, quand il vous en veut, c'est qu'il considère que vous lui avez fait du mal. Je ne dis pas qu'il a raison, je dis que c'est ce qu'il ressent. Vous
voyez, c'est à partir de ça que vous pouvez véritablement partir sur une bonne base et transformer ce que j'appelle le cercle vicieux en cercle vertueux. Alors, la fille ne se sent pas comprise, c'est exactement Voilà, comme si c'était la faute de la fille. La fille n'a pas l'impression que sa mère perçoit sa souffrance. tout à fait. Exactement. Et la mère Oui, se considère comme la vraie victime. la mère se considère comme la victime et la fille considère que la mère est la coupable. Et c'est toujours pareil, c'est vraiment incroyable. Je vais donner un deuxième exemple et on va voir un petit peu. Donc, c'est à un moment donné quelqu'un qui a le sentiment quelque part que l'autre l'a complètement grugé, manipulé, etc., etc. Et, et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il est hors de lui, il décide d'arrêter de se laisser marcher sur les pieds et il lui dit c'est vraiment dégueulasse ce que tu as fait, tu es vraiment un manipulateur, etc., etc. Le temps passe et à un moment donné, l'autre revient tranquillement au moment du jour de l'an ou du jour du Yom Kippour, je ne sais pas s'il n'était pas juif en question, et il lui dit c'est vraiment dommage qu'on soit vraiment, comment dire, en colère. Voilà, j'ai remarqué que tu as, à un moment donné, tu as perdu le contrôle. Voilà, il dit des choses comme ça. À votre avis, comment la personne, elle a réagi? Alors, tu as perdu le contrôle et c'est pour ça que tu as dit du mal de moi. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Allez, on fait la paix. Vous voyez, c'est un modèle un peu différent de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous avez compris un peu ce qui s'appelle tu as perdu le contrôle. Position haute, position basse. Il La se met en personne position. se sent agressée. Oui, bien sûr, ils se sont agressés. Mais attends, je ne comprends pas, c'est toi qui m'agresses et tu dis que je perds le contrôle. Tu ne crois pas que j'ai des raisons de me mettre en colère? Ma colère, c'est une colère juste. D'accord? Tu n'as pas à me dire, entre guillemets, qu'elle est injustifiée. La personne se sent jugée. Comme moi, j'ai dit du mal. Tu t'es vu? Vous voyez, hein, on est dans le cercle Elle ne vicieux. se sent pas agressée, il ne se remet pas en question. C'est une Voilà, question de responsabilité. Comment exactement. moi, j'ai dit du mal, comment c'est possible? Voilà, en fait, c'est un peu le même modèle de tout à l'heure avec une variante. Voilà. Alors, c'est pareil. Il y a un moment donné, dans un couple, il y a un moment donné la femme qui rentre dans l'art du mec qui l'a laissé tomber. Et puis alors le mec qui fait une thérapie et qui dit il faut vraiment que je sois un homme de paix. Et il lui dit je vois que tu traverses des moments difficiles. Et c'est certainement la raison pour laquelle on a du mal à se rencontrer. Regardez, quand quelqu'un me dit ça, je vois que tu traverses des moments difficiles, pourquoi ça me met hors de moi? Ça me met hors de moi. Là, dans le cas que je viens de distinguer, pourquoi la personne, ça la met hors d'elle? Quelle est la posture de la personne qui dit ça? Voilà, tu peux réexpliquer un tout petit peu? Tu reprends? La personne, la femme, à un moment donné, qui a à un moment donné exprimé sa colère et son, qui va rentrer dans l'art du mec, le mec, lui, il veut être un apporteur de paix. Et donc, il va vers elle et qui dit c'est vraiment dommage qu'on soit en conflit. En plus, ils ont un enfant, c'est au détriment de l'enfant. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que véritablement on fasse la paix. Hein, je vois que tu passes par des moments difficiles et c'est certainement la raison pour laquelle on a du mal à se rencontrer. Et l'autre, ça met du l'huile sur le feu. Pourquoi elle n'apprécie pas du tout qu'ils lui disent je vois que tu passes par des moments difficiles? Comment elle le vit? L'homme prend la position de hauteur. C'est exactement J'ai, ça. Exactement ça. En disant ça, il se met en position haute et il la met en position basse. Et elle sent bien entendu du jugement, de la critique, et je vais même beaucoup plus loin, une forme d'apitoiement. D'accord? C'est comme si d'une certaine façon, moi, grand seigneur, je vois que tu souffres et quelque part, je te pardonne, en gros, de générer du conflit parce que c'est ta souffrance qui parle à travers toi. Vous moi, comprenez? je sais. Ouais. Je vais vous donner, il y en a un autre qui est exactement pareil, hein, c'est ta peur d'abandon qui remonte à la surface, le type qui, entre guillemets, ou la nana, parce que c'est dans tous les sens, qui se transforme en psy, vous voyez. Alors, il y en a un autre que j'adore, c'est une nana, une femme, qui est vraiment une femme extraordinaire, que j'adore, c'est une de mes clientes, et qui aime d'une façon, mais vraiment éperdue. C'est-à-dire, elle est capable de tout, véritablement, pour l'homme qu'elle aime. Donc, je ne dis pas de sacrifier ses enfants, elle n'irait pas jusque-là, mais elle est capable véritablement de le prioriser. Voilà. Sauf que l'autre, de son côté, est un peu plus égoïste, il a peur de l'engagement, un cas assez classique, et donc ce qui fait qu'automatiquement, il y a des moments, il culpabilise beaucoup aussi à l'idée de ne pas s'engager parce qu'il sent véritablement qu'elle le mérite ou c'est ce qu'elle demande, et donc à un moment donné, il a voulu se séparer d'elle en lui disant « je te fais trop de mal, je suis vraiment désolé, je vois que je suis incapable, par exemple, de pouvoir m'occuper de tes enfants, alors que certainement, c'est ce que je devrais faire. » Il culpabilise énormément.
Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il ne m'aime pas autant que je l'aime. Hein, parce que moi, par exemple, dans sa situation, je serais capable tout à fait, justement, de m'engager, de prendre ma place. Et donc, c'est la preuve qu'il ne m'aime pas. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle projette, ça c'est l'ego, sur l'autre, ce qu'elle-même, elle ferait dans la même situation. Sauf que moi, c'est moi, toi, c'est toi. On n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes fragilités. Vous voyez, c'est pas parce que, en gros, j'ai la phobie des araignées, c'est pas parce que je t'aime que ma phobie va disparaître. Il faut arrêter avec ces conneries. On aime avec sa personnalité, on aime avec ses forces et ses faiblesses. Donc, il faut arrêter de croire que l'autre, s'il aime, il va dépasser toutes ses phobies, toutes ses peurs, etc., et toutes ses angoisses. Il aime avec ses angoisses. Et donc, il faut faire avec. Et c'est trop facile de dire « moi à ta place ». L'autre ne peut pas être à notre place, il n'est pas fait comme nous. Et dernier exemple, on est à 20h28, et après je vais vous donner les conseils que j'aime beaucoup. C'est un homme, on va dire, pour inverser, qui à un moment donné est très, très, très en colère parce qu'il a l'impression que l'autre, il s'occupe de son travail, il s'occupe de ses amis, et il lui dit je vois que je ne suis pas ta priorité. Et c'est ça qui est horrible, quoi. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ça veut dire si je ne suis pas ta propriété, c'est la preuve ultime que tu ne m'aimes pas. Vous voyez? Mais en disant ça, vous avez compris, c'est exactement la même phrase qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Vous voyez? Donc, qui est égoïste quand il prononce cette phrase? Vous voyez, c'est l'ego, c'est vraiment, il est complètement dans ses angles morts. Comme je dis, un con, il ne sait pas qu'il est con. Mais quand je dis con, franchement, dans ma bouche, il y a beaucoup de tendresse et de compassion, puisque la connerie, c'est mon fonds de commerce. Et je suis le premier des cons, d'ailleurs. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on ne le fait pas exprès. Il n'y a pas à faire des procès d'intention, il n'y a pas à imaginer, comme si on rentrait dans le cœur des autres, qu'ils ont fait ça pour nous faire du mal. Non, non, la plupart du temps, les interactions sont véritablement le fruit de quiproquos et de malentendus. Et il faut juste avoir le courage, à un moment donné, vraiment de prendre le risque de rencontrer l'autre sans faire de procès d'intention. Alors, je vais vous donner des conseils maintenant. Oui, il est 21h29, donc ce serait bien en effet que tu puisses nous donner les conseils. Voilà, donc 10 conseils, parce qu'en 1 heure, vous imaginez, webinaire, ça demanderait des centaines d'heures de travail pour réussir petit à petit à se forger cet état d'esprit où on est vraiment des apporteurs de paix, ou qu'on arrête de se faire piéger par le fait tout simplement que c'est l'autre qui a commencé. Donc le premier conseil, quand il y a un conflit, ne jamais chercher à le régler à chaud. Attendre que ça refroidisse. Donc quand vous sentez à l'intérieur de vous que c'est les émotions qui sont aux commandes, bien entendu, la première chose à faire, c'est que les émotions se calment. Pourquoi? Parce que les émotions ne sont pas bonnes conseillères et que les émotions font qu'automatiquement, on va vouloir se rendre justice et rentrer dans le là. Il y a une phrase de Woody Allen que j'aime beaucoup, en parlant d'Hitler, il dit « Hitler, il perd ses clés, il envahit l'Europe ». Vous voyez, l'émotion, c'est ça, c'est la grenouille qui se prend pour le bœuf. À partir du moment où je suis en colère, j'ai juste envie de te tuer, c'est tout. Vous voyez, donc on ne peut pas régler les conflits quand on est à chaud comme ça. Il faut attendre que l'émotion se calme. Ça, c'est la première chose. Je me rappelle un jour, il y a ma fille, je lui avais critiqué, je lui avais confisqué son portable. Elle m'a dit « Mais tu es un malade mental, va te faire soigner, tu verras ma gueule de ta vie, etc. » Puis une demi-heure plus tard, on était dans les bras l'un de l'autre. Elle me dit « Papa, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de moi qui s'est exprimé à mon insu. » C'est comme si on était possédé. La colère peut véritablement faire office de possession, où on peut véritablement dire des choses. J'ai dit 2 fois véritable, tu n'as rien dit, Michel. Ah, tu as enlevé ton micro. Deuxième, donc il y a une technique. Alors, la question, c'est comment réussir à justement ne pas se faire avoir. C'est la temporisation. La nuit porte conseil. Vous voyez, aller faire un tour si c'est beaucoup, beaucoup trop chaud. En TCC, on appelle ça le petit vélo, la capacité d'observation. Vous voyez, voilà, il y a plein de techniques pour réussir à faire en sorte que ça refroidisse avant de régler le conflit. Ne réglez jamais les conflits à chaud, c'est presque impossible. Ne réglez pas les conflits à froid. Parce que quand ça refroidit et que ça refroidit trop, les gens ils disent « bon, je ne vais pas revenir dessus, ça y est, ça s'est arrangé ». Ça ne s'est pas arrangé du tout, il y a eu des timbres qui ont été collés. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de régler le conflit, parce que sinon, il passe à la trappe et il reviendra malheureusement dans toute sa splendeur à un autre moment. Et donc, conclusion, le meilleur conseil, c'est de régler les conflits à tiède. Donc, vous voyez, ni à chaud, ni à froid. Troisième point. Attends, excuse-moi, Aubert, qu'appelles-tu à tiède en fait? C'est quoi ça? Ça veut dire si c'est trop chaud.
Oui, mais le froid, il arrive quand par rapport au chaud? Ben ça, on va le voir, c'est une question de ressenti interne. Il faut qu'il y ait encore à l'intérieur de soi une envie, une tension, des émotions négatives qui ont envie quelque part de trouver une porte de sortie. Ce n'est pas encore complètement calmé, mais c'est descendu de 10 à 3. D'accord? Oui, c'est ça. Hein. Vous voyez, si on peut imaginer une espèce de barème de l'émotion, quand l'émotion elle est à 10, à 9, à 8, franchement, il n'y a pas de possibilité de générer des conflits. Donc, on attend que ça refroidisse, mais on n'attend pas que ça devienne à 0. Quand c'est à 3, 4, là, on peut véritablement y aller parce qu'on en a sous le pied. Vous voyez, on peut véritablement régler le conflit. Donc, régler à tienne. Ne jamais, troisième point, donner des conseils à quelqu'un qui se plaint et qui ne vous les demande pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un se plaint qu'il vous demande des conseils. Donc, je vais vous poser la question, pourquoi quelqu'un qui ne nous a pas demandé un conseil, d'accord, ça l'énerve quand vous lui donnez un conseil? Pour quelle raison? À vos chats. Ben, moi, je vais répondre déjà. Ouais. Position haute, là. Anne nous dit position haute aussi. Moi, je dirais que ça m'énerve parce que je me sentirais pas comprise, en fait. Et ce n'était pas ça que j'avais besoin, dont j'avais besoin. Voilà. J'avais besoin de compassion. Voilà. Il a juste besoin La d'être personne a juste entendu. besoin d'être entendue. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Pas écouter, besoin d'écoute. Exactement. Comme s'il n'était pas capable de trouver la solution par lui-même. Voilà, exactement. Je suis pas. C'est comme si j'étais entre guillemets un impuissant, un incapable, etc. Voilà les deux raisons pour lesquelles, écoutez-moi bien, il ne faut jamais donner des conseils à quelqu'un qui se plaît et qui ne vous les demande pas. C'est les deux raisons. C'est que d'abord, vous vous mettez en position haute et vous le mettez en position basse. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dès que l'ego est mis en position basse, il se sent en danger et il va être en position défensive, voire même il va attaquer. Vous allez remarquer que quand vous donnez des conseils à des gens, ça les énerve, ils vous attaquent. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il a besoin d'être entendu, d'être écouté, et il n'a pas besoin de conseils. Les conseils, ça peut venir dans un deuxième temps. Peut-être que quand son émotion, elle est véritablement calmée, il peut trouver les ressources à l'intérieur de lui-même. Vous voyez, il y a un très beau texte qui s'appelle « Écoute-moi ». Dommage, à l'occasion, si vous pouvez me le demander, je vous l'enverrai, et qui dit exactement ça. Il dit « j'ai pas besoin de conseils, hein, j'ai juste besoin à un moment donné d'être écouté. Et quand je suis écouté, que quelque part cette souffrance se calme à l'intérieur de moi, je suis en capacité de trouver les ressources pour pouvoir régler le problème. » Donc ça, c'est le conseil suivant. Je donne des conseils, mais parce que vous me les avez demandés, hein, c'est pour ça. Hein. Quatrième point, ne pas dire à quelqu'un qui est en colère, calme-toi. Si vous voulez énerver quelqu'un véritablement et le mettre hors de lui-même quand il est en colère, c'est de lui dire calme-toi. Hein, alors, il est 20h35, donc je ne peux pas trop d'interaction. Cela n'aide pas du tout, effectivement. Cela n'aide pas du tout. Exactement. Parce que ma colère, elle est légitime. Elle est légitime. Quand je suis en colère, c'est une colère véritablement où que je considère qu'elle a le droit de s'exprimer. Et tout d'un coup, je suis castré. Je suis interdit de colère. Voilà. Et donc, ça veut dire que je ne laisse pas cette colère tranquillement s'exprimer. Elle reste à l'intérieur de moi. Elle est inhibée. Elle est bridée. Et donc, forcément, c'est comme un effet ressort. Ça me met 2 fois plus en colère. Cinquième point. Chercher d'abord à comprendre avant de chercher à convaincre. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. On a tendance, en général, quand on est en conflit, vouloir convaincre l'autre. Eh bien, inverser la vapeur. Essayez d'abord de comprendre et vous allez voir que quand vous allez défendre votre cause, c'est-à-dire chercher à convaincre, vous allez intégrer ce que vous avez compris et vous allez être 2 fois plus convaincant. Alors que si vous faites que de défendre votre cause, effet miroir, l'autre va défendre sa cause et il va essayer de vous convaincre et vous n'arriverez jamais à vous rencontrer. 6e Robert, point. j'ai une question sur la question d'avant, c'est comment faire? La colère appelle la colère. Ben justement, donc gestion des émotions, parce que si on n'apprend pas, donc ça c'est un autre chapitre mais qui est concomitant, si on n'apprend pas à gérer ses émotions, c'est-à-dire à ne pas leur donner le pouvoir absolu, eh ben forcément, ils s'expriment à notre insu et après ça fait sa vie. La colère, quand elle s'exprime, eh ben forcément, elle génère la colère, œil pour œil, et tout le monde finit aveugle, dit Gandhi. Donc, il faut véritablement faire en sorte de ne pas alimenter le cercle vicieux. Dans l'école de Palo Alto, on appelle ça des escalades symétriques. D'accord? Je me mets en colère, tu te mets en colère, et ça monte dans les tours, et ce qui fait qu'à un moment donné, forcément, plus rien n'est possible, parce que quand c'est les émotions qui sont aux commandes, il n'y a pas de résolution du problème. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc, la gestion des émotions
Et il y a un thème fantastique, c'est transformer les cercles vicieux en cercles vertueux. Je vous raconte juste une histoire, il est 37, mais elle est trop belle, et vous la connaissez, c'est Les Misérables. Jean Valjean, il sort de prison, il est hébergé par un prêtre, et le matin, parce que c'est un malfrat, avant de partir, il lui vole bien entendu toute son argenterie. Il se fait prendre par les gendarmes découvrent les sceaux du prêtre, ramènent l'argenterie auprès du prêtre, et ils disent « Regardez, il vous a volé ». Et le prêtre lui dit « Non, il ne m'a pas volé, je lui ai donné l'argenterie, et d'ailleurs, j'ai oublié de te donner ça en plus, mon cher Jean, et il lui rajoute dans son sac une argenterie de plus. » À partir de là, le destin de Jean Valjean va complètement basculer et il va devenir un être bon parce qu'il a eu véritablement, l'autre n'est pas tombé dans le piège du cercle vicieux parce qu'il est tellement habitué que quand il fait du mal, on lui fait du mal. Le poulet, il ne m'aime pas, je n'aime pas le poulet, qui c'est qui a commencé, où est la poule, où est l'œuf. Tout d'un coup, là, il a l'impression quelque part qu'il a le droit d'être un malfrat parce que le monde n'est pas gentil, il a le droit de défendre sa cause, enfin en tout cas de ses intérêts, et il a quelqu'un en face de lui qui croit en lui, qui lui fait confiance et qui l'aime. Ben, tout d'un coup, le cercle vicieux est transformé en cercle vertueux. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait du mal et que vous lui faites du bien, si c'est un être humain digne de ce nom, vous le déstabilisez et il prend conscience, entre guillemets, qu'il n'a pas des raisons de vous punir puisque vous montrez la face lumineuse de votre être. Donc ça, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, c'est magnifique, c'est le principe de la non-violence. Voilà, cela demande beaucoup de sécurité interne pour avoir la possibilité de faire ça. La non-violence, ce n'est pas pour les agneaux, ce n'est pas pour les faibles. Il faut être extrêmement fort, il faut avoir développé à l'intérieur de soi une très grande assurance, une très grande force intérieure et un très grand amour de soi et une très grande foi pour se payer le luxe de la non-violence. La non-violence, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Et c'est cette force pleine d'amour qui porte ses fruits. Voilà, mais bon, malheureusement, c'est court. Hein. Je continue pour les conseils et après, on pose des questions. Mais là, ne pas se justifier si vous avez tort. Ça, si vous voulez mettre en colère quelqu'un, c'est que quand vous avez tort, quand vous arrivez en retard, vous expliquez pourquoi vous êtes arrivé en retard. C'est l'autre, ça le met 2 fois plus en colère parce qu'il considère que le fait de se justifier, c'est comme si d'une certaine façon, je ne reconnais pas mes torts. C'est que je ne suis pas capable d'assumer ma responsabilité. C'est que je trouve un coupable à l'extérieur. Donc, ne jamais se justifier. Quand on a tort, ça énerve encore plus. 7e point, arrêtez de faire des suppositions, des lectures de pensée. Osez demander. Ça, c'est le 3e accord Toltec, pour ceux qui le connaissent. Ça veut dire tout simplement, si on pense à la place de l'autre, on crée des quiproquos, des malentendus. 8e point, ne jamais faire de sacrifice, des efforts, oui, mais jamais de sacrifice. Sinon, c'est la double peine. D'accord ? Le sacrifice, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une action désintéressée. La plupart du temps, c'est je m'oublie, je m'efface, je te fais un super cadeau et j'attends un retour. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'y a pas de retour, eh ben, je vais souffrir ou je vais te le faire payer en disant c'est dégueulasse après tout ce que j'ai fait pour toi. Donc, autrement dit, mon action n'était pas désintéressée. Comme disait Étienne Jalinck, mon amour t'oblige. C'est parce que je t'aime que tu me dois. Donc, on aliène, c'est presque de la manipulation que de se sacrifier pour obtenir de l'amour. Donc, apprendre à décoller les timbres. 9e point, d'accord ? Et surtout, dans l'interaction, véritablement, quand on est amené à discuter, reformuler ce que l'autre a dit, c'est-à-dire véritablement son besoin et son émotion, de manière qu'il se sente véritablement compris avant d'engager véritablement la rencontre. Voilà les 10 points. J'attends vos questions. J'avais plein d'autres choses à vous dire. Alors, je te laisse faire, Michel. Je vais revoir un petit peu. Concernant, il y a une très jolie phrase, c'est super intéressant. Il faut énormément de courage et de stabilité interne pour pouvoir gérer les conflits de cette manière. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, c'est un travail sur soi. Hein. Ça demande entre 10 et 50 ans pour y arriver. Hein. Ah ben voilà, alors là, tu ne leur donnes pas du courage, mais quand même, il y a pas mal de choses à faire. Je suis en train de dire que c'est difficile, mais faisable. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi 2 questions qui ont été posées, mais à revoir, qui concernent… Alors, il y a une question qui me paraît intéressante, c'est la dimension sociologique. D'accord. Ben, ça, c'est très intéressant parce que dans l'école, on parle de la thérapie situationnelle. C'est-à-dire que le mal de la société, automatiquement, vient impacter l'individu et réciproquement, bien entendu. Hein. Donc, il y a aussi une interaction individu-société et le double combat s'impose. Ça veut dire travailler sur moi pour apporter ma contribution parce que c'est trop facile, entre guillemets, de critiquer une société quand le verre est dans la pomme, c'est-à-dire quand il est à l'intérieur de moi-même. Incarne le changement que tu veux pour le monde. Hein, c'est ce que dit Gandhi. Hein. Donc déjà, commencer par soi, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il faut bien entendu aussi s'impliquer
dans les combats collectifs, faire de la politique, je veux dire s'engager dans des actions collectives, etc. Les deux sont totalement concomitants et les deux sont indispensables. Je pense que quand on est trop individualiste, ce n'est pas terrible, et que quand on est trop que dans la collectivité et qu'on ne travaille pas sur soi, je trouve que s'il manque quelque chose. Oui, l'ego est omniprésent tous les jours, il faut enlever les charges mentales pour se sentir en paix. Oui, bien entendu. Alors, il faut savoir une chose, hein, l'ego, il est très mal en point quand il est anxieux et quand il est fatigué. Donc, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même, il ne peut pas écouter. Parce que pour qu'il dessert véritablement, pour que l'ego dessert les taux de sa mâchoire, il faut qu'il se sente en sécurité. Donc, c'est très important, c'est qu'on ne peut pas travailler sur la gestion des conflits si on n'a pas créé une sécurité à l'intérieur de soi-même, si on n'a pas appris à s'aimer. Étienne Jalling dit le moi d'abord. Le moi d'abord, ce n'est pas du tout quelque chose de cynique ou d'égoïste, c'est tout simplement le fait de dire je ne peux aller dans le monde qu'à partir du moment où j'ai construit mes propres fondations. Vous voyez? Et mes fondations, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas du tout quelque chose d'égoïste, c'est le fait de remplir son tonneau. Et quand le tonneau il est rempli, il déborde, champagne pour tout le monde. Pouvez-vous revenir sur la distinction entre sacrifice et effort dans les relations? Oui, oui. Je pense que l'effort, c'est quelque chose qui est véritablement l'expression, la manifestation de ma générosité. D'accord? Je pense que quand on aime, eh bien, quelque part, on prend sur soi, mais il ne faut pas aller jusqu'au sacrifice, c'est-à-dire l'oubli de soi, hein, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça va être tellement coûteux que je vais le payer, que je vais te le faire payer. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est la différence entre compromis et compromission. Un compromis, c'est véritablement ce que c'est ma contribution pour la paix, mais si je passe dans la compromission, c'est-à-dire que si je trahis mes causes les plus intimes, automatiquement, on ne va pas y arriver, ce n'est pas du gagnant-gagnant. Je me mets en position de perdant et je vais te le faire payer et je le paye moi-même. Oui. Il est 43. Hein. Oui, je pensais plus à l'impact social sur l'expression des violences systémiques face auxquelles tenir la posture que vous présentez est difficile. Est-ce que ça te semble clair ou pas? Pensez plus à l'impact social sur l'expression des violences systémiques face auxquelles, bon, par exemple, les femmes battues et des choses comme ça. J'imagine, mais là, je n'ai pas ça. Face auxquelles tenir la posture que vous présentez est difficile. Oui, oui. Là, on est dans des cas où, malheureusement, je l'ai dit au début, hein, où il peut y avoir des manipulateurs, où il peut y avoir des pervers narcissiques, où il peut y avoir des gens pour qui l'interaction n'existe plus. Donc là, il faut aller porter plainte. Hein. Là, dans le cas, par exemple, des pervers, il n'y a pas malheureusement de dialogue. Et ça, moi, en tant que thérapeute, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines de clients à se défendre en faisant appel à la loi et à la légalité. Parce qu'il faut que l'interaction, il faut que le lien existe, il faut que le foulard puisse permettre l'interaction. Mais si d'un côté, de l'autre côté, il n'y a plus du tout, que l'autre a coupé le contact et exprime que sa toxicité, malheureusement, tout ce que je viens de dire n'a pas de valeur. Donc là, il faut apprendre à se défendre. Est-ce qu'on aurait quelques lectures par rapport à tout cela? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes peut-être à dire? En dehors du fait, bien sûr, que tout ce que tu as dit là, on l'apprend dans cette école. Et sur le cycle complet. Et d'ailleurs, j'avais également donc, les prochains cours, si ça peut intéresser nos nouveaux peut-être éditeurs libres. Un petit échantillon de ce que propose l'école. Oui. Voilà, je peux te partager. Les lectures, je pense que je ne vais pas vous en donner beaucoup. Je pense que les mots sont des fenêtres, mais ils peuvent être aussi des murs de Marshall Rosenberg et de son disciple Thomas d'Assenbourg qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Soyez vrai, Voilà, donc ça c'est un très beau livre. Bon, après, c'est toutes les ressources, toutes les indications que je vous ai données. Hein. Je veux dire, tous les grands sages de l'humanité vraiment ne font qu'œuvrer dans cette direction. Gandhi, par exemple, avec cette prise de conscience de œil pour œil, tout le monde finit aveugle. Donc, vous voyez, par exemple, ce genre de phrase, bien comprendre la notion de cercle vicieux, hein, que la notion de c'est toujours l'autre qui a commencé. Alors, qui c'est qui commence quand il y a un conflit, hein, pour essayer d'apporter la paix? C'est qui commence? Bon, c'est ce qui dépend de moi, ça veut dire que c'est moi. Et pourquoi c'est moi qui commence? Parce que l'autre n'a pas forcément ma maturité. L'autre n'a pas forcément compris ce que j'ai compris. Donc, j'apporte ma contribution et j'y crois. Je crois que j'ai affaire à un être humain et je vais essayer de contacter directement son arrière-plan, c'est-à-dire son humanité, la partie de lui qui est touchée quand on lui fait du bien. Voilà, donc il faut réussir à percer l'avant-plan et faire en sorte qu'à un moment donné, il comprenne que je suis sincère et honnête. Et ça, véritablement, c'est un pari. Voilà. Donc, je donne juste les cours à venir. Voilà, les prochains cours du mois, en sachant que maintenant que nous avons les mails, nous allons pouvoir envoyer à l'ensemble, bien sûr, les cours toutes les semaines. Donc, voilà, c'est les prochains cours. Alors, le prochain cours, c'est en présentiel, donc ça sera limité.
donc les places sont forcément limitées. C'est Loïc Kérizel qui nous propose le Cercle du Pardon. Donc, Olivier Clerc, hein, qui est celui qui a traduit les œuvres de Miguel, ce qui a écrit les quatre acteurs, les quatre accords Toltel, Saint Miguel Ruiz. Donc, c'est dans cette veine-là. Et c'est la notion de pardon est quelque chose de magnifique parce que le pardon, c'est une espèce de pardon égoïste, hein, qu'on propose dans l'école. Ça veut dire, je pardonne pour me faire du bien. Alors, ça te fait du bien aussi, au passage, mais c'est surtout pourquoi? Pour empêcher cette espèce de poison qui circule à l'intérieur de moi de continuer à me faire du mal. L'analyse transactionnelle, très belle école par une rabbine, Florian Chinsky, c'est une des 4 rabbines qu'il y a en France et qui va nous parler de l'analyse transactionnelle. Colette Roumanoff, donc, qui est la femme de Daniel Roumanoff, 2 disciples de Swami Prajnapad, et la fille et la mère de Anne Roumanoff, au passage, qui va nous parler de Swami Prajnapad, le maître du oui, qui est un maître incroyable et qui nous explique tout simplement que quand on dit véritablement non à la réalité, on souffre de la réalité. Donc, il faut dire oui à ce qui est. Amor fati, dirait Nietzsche. Et le mental des cellules, donc, c'est en rapport avec Sri Aurobindo, Mère, Satprenne, pour ceux qui connaissent, donc Isabelle Kuhn. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour tout. Il y a quelqu'un qui demande des lectures sur l'ego. A-t-il des lectures là-dessus? Est-ce qu'on peut trouver… Oui. Alors, des lectures sur l'ego. Donc, moi, je propose 3 amis en quête de sagesse. Oui. Il y a un chapitre sur l'ego qui est très, 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 très bien. Alors, en gros, il y a 2 visions sur l'ego. Il y en a qui considèrent que c'est l'ennemi et qu'il faut le détruire et l'abattre. Et il y en a certains qui considèrent qu'au contraire, il faut réussir à le concilier, à lui faire prendre conscience qu'il y a une belle cause qu'il faut qu'il défende et qui n'est pas lui-même, mais qu'il y a quelque chose de plus grand que lui qu'il faut savoir servir et réussir à l'amener à rentrer dans les rangs. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà, ce qu'on espère maintenant, c'est que vous avez beaucoup aimé. Apparemment, nous avons beaucoup de remerciements. Aubert, bravo encore pour cette jolie conférence intéressante et on en aura d'autres. On va avoir d'autres webinaires gratuits également. Alors, les gens peuvent m'envoyer des mails pour personnel s'ils veulent que je réponde. Et on va vous envoyer à tous les mails, promis. On va vous envoyer à chaque fois, donc maintenant, les écoles, celui qui a envie de venir, n'hésitez pas. Tout ce que a dit Aubert, on le travaille continuellement. Et ça nous apprend et ça nous permet profondément de changer et d'être plus serein. C'est vraiment le terme. Merci Aubert, merci à tous d'avoir été là. Merci à vous tous. Et au plaisir de vous revoir très bientôt. Et si vous avez des choses à demander, n'hésitez pas à le remettre dans le chat. Moi, je reste encore quelques minutes si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous voulez qu'on vous envoie certains éléments, n'hésitez surtout pas. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Et le prochain webinaire aura lieu le 8 avril. Et ce sera sur les croyances. Oui, choisir ses croyances et croire en ses choix. Avec Paul Pironnet. Très intéressant, avec un deuxième aussi, une personne spécialiste en PNL qui s'appelle Paul Pironnet également. Et ils feront un échange tous les deux, ce sera aussi très intéressant. Voilà, merci à vous. Et je vais regarder un petit peu tout ce que vous avez dit, de façon à voir s'il y a des choses à récupérer. Merci, bonne soirée à tous. Et au revoir. bravo encore, Robert.